Bonjour à toutes et à tous. Merci de la fidélité au programme de la télévision nationale. Comme vous le savez, nous sommes au mois de mars. Ah oui, un mois consacré aux actions féminines, mais notamment les problèmes auxquels sont confrontées cette couche féminine, les perspectives notamment. Ça se discute le plus souvent dans nos différents numéros. Mais d'ici là, vous retiendrez tout simplement que notre pays s'est engagé à respecter, défendre et promouvoir les droits des enfants, notamment l'abandon des NGF et surtout malgré les efforts au plan législatif et réglementaire, nous restons confrontés à des sérieux problèmes dans l'exécution et l'application de nos textes de loi face à l'excision et autres pratiques allant dans le sens du respect profond des droits de l'enfant. Selon donc nos sources, la Guinée vient en seconde position après la Somalie, des pays qui pratiquent l'excision notamment avec un taux d'environ 96%. Or, il y a 30 ans, jour pour jour, depuis que les institutions étatiques, notamment les ONG des droits humains, mais aussi les personnes ressources se battent pour pouvoir éradiquer ce phénomène ou ce fléau, en tout cas les deux écoles, afin que les enfants puissent être protégés. Comme vous le savez, cette émission reçoit pour vous des personnes ressources et d'ailleurs des acteurs qui évoluent dans le secteur pour pouvoir effectivement relever le défi à ce niveau-là. La thématique du jour vous sera donc présentée par ma chroniqueuse Aminata Camara. Bonjour. Et bonjour Ismaël, bonjour à l'équipe, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bangali, dites bonjour d'abord. Puisque notre thématique, la thématique est logée dans le contexte Covid, et là Mariam nous avons le temps Bamba, d'en parler. journaliste, reporter, présentatrice, mais aussi activiste. N'est-ce pas, des droits humains. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Cette émission, effectivement, c'est vous qui l'avez proposée. Et dans cette émission, nous avons des personnes ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'entame de cette émission, que ce sont les acteurs qui évoluent dans le secteur. Quand on le dit, c'est au niveau de la société civile, mais notamment des hommes de droit qui sont avec nous. Bonjour, Monsieur Frédéric. Oui, bonjour et bonjour à tout le monde. J'avoue que c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous ce matin pour discuter d'un thème aussi important qui est, n'est-ce pas, les mutilations génitales féminines, y compris l'excision dans un contexte particulier qui est celui du Covid-19. Je pense que nous aurons l'occasion d'aborder avec précision, avec intéressement, tout le sujet pour encore davantage donner le maximum d'informations. Quand on m'a annoncé votre nom, tout de suite, je me disais que j'allais être en face du ministre de la Pêche et de l'économie numérique, mais finalement, je me suis retrouvé face à un juriste. En tout cas, je ne connais pas sa spécialité, mais je me disais que franchement, aujourd'hui, le plateau, mais attention, les hommes de droit, il faut les craindre. Alors, amis, pour les téléspectateurs qui nous regardent inconditionnellement dans cette émission et qui ont soif de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui dans cette émission, quel est le fond de la thématique? Et bon, Ismaël, comme tu l'as dit à l'entame, aujourd'hui nous allons parler des limites de la chaîne pénale après 30 ans de promotion des MGF, surtout d'abandon sur les MGF et surtout en cette période de Covid et Ebola, défis et perspectives, tu l'as dit. Et on a que des spécialistes de droit ici, Maître Frédéric, il est là, Tanti Mariam, elle est là. D'accord. Bangali aussi, avec les trois personnes. Je pense qu'on aura beaucoup de recettes aujourd'hui et les téléspectateurs vont profiter. D'accord, je vois son activisme déjà parce qu'elle ne souhaiterait même pas que vraiment la thématique soit écorcée. Non, pas du tout. Oui, bon. C'est le principe. Il faut le dire, Ismaël, c'est une dame qui fait déjà beaucoup dans ce domaine puisque ces derniers temps, je couvre pas mal de ses activités sur le terrain. Oui. Elle est très active avec... je crois qu'elle est présidente d'une ONG. Oui. Donc, franchement, il faut saluer l'idée. Bon. Il faut aussi signaler de passage à nos téléspectateurs que le président du tribunal pour enfants donc, est aussi programmé dans cette émission. Je pense qu'il serait vraiment plus loin de la RTG. Il va donc nous rejoindre dans cette émission. Bangali, je le disais tout à l'heure, que vous êtes dans votre monde. La thématique est bien sûr à notre portée et à ta portée. Oui, dans mon monde, c'est vrai, mais les pratiquants, les vrais pratiquants qui ont la main dans la pâte, ce sont les auxiliaires de justice, et je pense que Maître Frédéric Loy en fait partie. La thématique elle est très simple. La chaîne pénale,
les limites depuis la promotion des mutilations génitales. L'abandon, ne l'oubliez jamais. L'abandon des mutilations, la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines depuis 30 ans maintenant. Et quelles sont les limites? Et je pense que pour répondre à cette question ou pour aborder cette thématique, monsieur qui a la main dans la pâte est mieux placé pour nous dire il y a quelle partie qui marche, il y a quelle partie qui ne marche pas, et s'il y a des amendements, qu'est-ce qui doit être fait juridiquement. Vous savez, quand vous prenez les textes de loi, il y a les principes, il y a les exceptions, il y a même les jurisprudences, c'est-à-dire les sources indirectes de droit. Alors, aujourd'hui, les ONG ont travaillé sur cette promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, mais il y a des condamnations qui sont faites et je pense que ces ONG ne sont pas aussi contentes des condamnations qui sont faites. Alors, qu'est-ce qu'elles proposent aux autorités, qu'est-ce qu'elles proposent aux législateurs pour que ces lois-là soient amendées, ou il y a d'autres propositions dans le sens du renforcement pour que ça cesse. Okay. Alors, je pense qu'ils sont mieux placés pour nous parler de ça. Oui, avant peut-être de donner la parole à Maître Frédéric, j'aimerais évoquer l'intérêt de ce thème. Je vais renchérir ce que Bangali vient de dire. C'est que nous, activistes sur le terrain de droits humains, nous nous posons la question, pourquoi est-ce que, depuis tout ce temps, non seulement les interpellations sont très minimes, et les cas qu'on interpelle, les cas de poursuite, les sentences se limitent à des amendes, mais aussi à des sursis. C'est des peines aussi légères de compétence. Donc nous nous posons la question, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui empêche d'aller jusqu'au bout? Parce que nous, acteurs, c'est vrai que pour un changement de comportement, nous allons toujours nous appuyer sur la sensibilisation. Mais il est grand temps d'appliquer aussi les textes de loi, parce que ces textes ne sont pas faits pour les tiroirs. Il faut que l'on passe maintenant à la vitesse supérieure pour que les gens sachent qu'il existe effectivement des lois et que les auteurs et leurs complices qui se livrent à la pratique des mutilations génitales féminines s'exposent à des sanctions. C'est cette grosse question que nous nous posons. D'accord, Maître Frédéric. Voilà, ce que la sœur a dit, oui. Je pense qu'avant que Maître ne prenne la parole, oui. Je pense que il y a des condamnations qui sont faites. Et il est dit juridiquement qu'il n'y a pas de peine sans texte. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions déjà qui sont dans les textes de loi. Maître pourra tout à l'heure nous dire. Oui. Donc, peut-être, qu'est-ce que les ONG, les activistes de la société civile, parce que elles peuvent passer par un certain nombre de groupes de députés pour faire des propositions de loi dans ce sens. J'avoue que nous n'en manquons pas, on ne manque pas de loi. C'est juste l'application. Non, ce n'est pas une question. Quand madame dit, par exemple, qu'il y a eu des condamnations de sursis, c'est en vertu des tests de loi. Alors, si ces tests-là ne conviennent pas aux ONG, ces ONG ou les structures qui sont affiliées pour faire le travail peuvent faire en sorte que faire des propositions de loi à un groupe de députés pour que la loi soit soutenue à l'Assemblée et elle va être modifiée. Alors, dans ce cadre, ça c'est un autre point. D'interpeller un peu les législateurs, voilà. Mais sans proposer. Parce qu'il ne faudrait pas que toutes les lois soient des projets de loi. Donc c'est à ce niveau. Vous allez me permettre. Je pense que madame était mieux de l'autre côté pour qu'on en discute mieux. Voilà, pour qu'on en discute mieux. Mais quand vous êtes aussi ensemble, c'est. Parce qu'elle tient tellement à cette thématique. Vous allez me le permettre. Oui. J'avoue que la Guinée est l'un des pays qui concocte les meilleures lois, les meilleurs textes de loi. Oui.
je dirais en Afrique ou bien même dans le monde. Mais c'est l'application qui fait défaut. On pêche par l'application. Le problème ne se pose pas. Alors, qu'est-ce qui empêcherait cette application, n'est-ce pas, des textes de loi? Les activistes de droits humains, notamment qui évoluent dans le domaine de l'abandon des mutilations génitales féminines, nous trouvons les peines légères. Ah non, ça ce n'est plus dans le cadre de l'application de la loi. Moi, je pense que les peines... Quand les peines sont prononcées, Maître va parler tout à l'heure, quand les peines, je vais dire à madame, quand les peines sont prononcées, on ne parle plus de l'application de la loi. Parce que quand le juge il donne une sentence, c'est que la loi elle est déjà appliquée. Mais si on n'appliquait pas la loi, la proportion est que si il y a les gens viennent devant le juge et le juge se prononce sur un dossier, le dossier est purgé. Je pense qu'on ne parlera pas d'application de la loi là-bas. Ça veut dire que la loi elle est appliquée. appliquée. Mais si vous dites maintenant que la peine elle est légère, c'est à vous, les ONG, de venir maintenant vers l'Assemblée, le législateur, pour dire au législateur la peine qui est prononcée contre ces personnes, entre griffes, les intéressés. Là, nous voulons qu'il y ait aussi, les peines soient élevées. Bon. Alors, donc, ça revient au législateur de revoir... Comme elle l'a si bien dit, qu'elle juge vraiment ces ONG, le juge le fait en fonction des tests de loi. Mais ça veut dire que l'application ne fait pas de défaut. Nous allons revenir dessus pour permettre à Maître Frédéric de placer un mot. Alors, Maître, vous avez écouté. Je pense que Ami, quand même, pour le moment, n'a pas donné son point de vue. Bon, pour l'instant, je vais les suivre d'abord. Certainement, je vais intervenir après. Bon, merci. J'ai suivi avec intéressement, n'est-ce pas, l'entame des débats entre les collègues. J'avoue que la question des mutilations génitales féminines est une question importante. Les mutilations génitales féminines sont une grave atteinte aux droits de l'homme, constituent une violation mais gravissime des droits de l'homme. C'est pourquoi, prenant en compte cette gravité, la communauté internationale a pris des mesures. Vous avez une panoplie de conventions, dont la célèbre convention qui est la convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard de la femme, qui a demandé expressément aux États de prendre des mesures internes, n'est-ce pas, pour lutter contre cette mutilation génitale féminine. Vous avez aussi également de nombreuses résolutions et déclarations de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que, n'est-ce pas, des organes de traité et procédures spéciales qui, n'est-ce pas, condamnent, mais avec fermeté, les mutilations génitales féminines. Ça, c'est au plan international. Maintenant, si vous venez au plan régional, au plan africain, vous avez la Charte africaine, n'est-ce pas, des droits de l'homme et des peuples, avec le protocole de Maputo, relatif, n'est-ce pas, aux droits de la femme, qui demande également aux États africains de prendre, n'est-ce pas, des mesures pour que les comportements des hommes et des femmes soient conformes, aillent dans le respect des droits de la femme. Et aussi, quand on revient, n'est-ce pas, au plan national, vous avez une panoplie de textes. Le premier, c'est la Constitution qui a été adoptée, n'est-ce pas, l'année dernière, qui, cette fois-ci, a parlé, mais de façon explicite, n'est-ce pas, des mutilations génitales féminines. Vous avez également, n'est-ce pas, le code pénal. Vous savez, sous l'action des ONG, sous l'action conjuguée des ONG, il y a eu un vaste programme de réforme de la justice. Et dans la foulée, on a adopté des textes, dont le code pénal, le code de procédure pénale. Et cette fois-ci, le code pénal a défini ce qu'on entend par mutilation génitale féminine et l'a incriminé. C'est une infraction criminelle quand on regarde un peu le code, quand on lit un peu le code pénal guinéen. Et au-delà du code, n'est-ce pas, il y a aussi le code de l'enfant, qui a été adopté, je crois, en 2018, n'est-ce pas, qui a également défini et réprimé les mutilations génitales féminines. Vous avez aussi, n'est-ce pas, des textes réglementaires, des arrêtés qui avaient été pris et qui, n'est-ce pas, interdisent, n'est-ce pas, les mutilations génitales féminines. Tout cela pour dire que, n'est-ce pas, les mutilations génitales féminines sont un comportement social, constituent un comportement social néfaste.
dont, n'est-ce pas, l'abandon est plus que nécessaire. C'est pourquoi le travail est en train d'être fait du point de vue légal, du point de vue social, pour justement permettre aux gens de prendre en compte, de comprendre l'ampleur, l'effet que cela a sur, n'est-ce pas, la jeune fille, sur les femmes et sur la société en général. Donc, il y a quand même un travail qui a été fait du point de vue juridique dans ce pays, du point de vue de la loi, pour que justement cette question soit réglée. Mais je pense que cela ne suffit pas. Comme vous le dites, nous avons les textes, mais la réalité est tout autre. La Guinée est aujourd'hui parmi, n'est-ce pas, est le deuxième pays au monde où le taux de prévalence est le plus élevé, derrière la Somalie qui n'est même pas un État. Nous sommes un pays qui, quand même, qui a 96% de femmes mutilées, et alors que nous avons un État normal avec les institutions qui fonctionnent, avec des textes. Nous participons, n'est-ce pas, aux réunions internationales et nous faisons tout ce qu'un pays normal est censé faire. Mais pourquoi est-ce que, alors que la tendance est à l'international est à la diminution, nous, chez nous, c'est l'inverse. Le taux de prévalence évolue. Mais pourquoi ça? C'est ce questionnement-là qu'il faut répondre, c'est cette situation qu'il faut aborder, mais de façon lucide et claire, pour que, n'est-ce pas, la Guinée emboîte le pas aux autres pays qui sont en train de fournir des efforts constants et réels allant dans le sens de la réduction du taux de prévalence. Voilà. Oui, allez-y. Voilà. Et aujourd'hui, il pilote une structure au-delà d'être Même avocat. droit pour tous. Voilà, il y a une ONG qui pilote, qu'on appelle Même droit pour tous. Maître, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu à défendre des dossiers de mutilation? Nous avons défendu des dossiers de mutilation génitale féminine. Ouais. Mais si vous permettez, nous allons peut-être parler, n'est-ce pas, de pourquoi est-ce que la Guinée a la peau dure en termes de lutte contre cette pratique néfaste, pourtant néfaste. Oui. La Guinée reconnaît, le président de la République, lors d'un discours public, a même dit que, n'est-ce pas, les mutilations génitales féminines constituent une grave violation des droits de l'homme, une grave atteinte aux droits de la femme. Mais malgré tout cela, pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, la situation perdure? Pourquoi est-ce qu'on n'en peut pas, pourquoi est-ce qu'on a cette habitude à la peau dure dans notre pays? Donc il y a un faisceau de facteurs qui peuvent expliquer cette situation-là. Donc je voudrais un peu parler, entre autres, de quelques facteurs, avant d'aborder un peu la question de la répression, notamment les décisions qui ont été rendues, n'est-ce pas, contre ces femmes récidivistes, ces femmes récidivistes, n'est-ce pas, qui violent la loi, mais allègrement de façon publique et narguent tout le monde. Donc il est important de dire que l'un des premiers facteurs, c'est, n'est-ce pas, cette question du respect des coutumes. On a tendance de dire que le respect des coutumes et des traditions, n'est-ce pas, s'impose à tout le monde, n'est-ce pas. Et en Guinée, on dit que les mutilations génitales féminines font partie de nos coutumes et traditions. Donc il faut absolument, n'est-ce pas, les respecter. Et, n'est-ce pas, critiquer maintenant ces pratiques et imposer, n'est-ce pas, l'interdiction peut être interprétée comme, n'est-ce pas, une tentative, n'est-ce pas, d'aliénement. On dit que, par exemple, nous sommes en train de transporter la culture, la coutume occidentale dans notre pays parce que les mutilations génitales féminines, une aliénation, oui. Parce que les mutilations génitales féminines sont même antérieures, n'est-ce pas, à la venue des Blancs en Guinée. Donc pourquoi est-ce que nous allons, n'est-ce pas, justement, n'est-ce pas, abandonner cela? Oui. Il y a aussi que les mutilations génitales féminines, n'est-ce pas, sont vues comme une norme sociale, une norme d'émancipation. Par exemple, en forêt, sur le Pelé, une femme qui n'est pas excisée n'est pas une femme de pleine et entière. D'ailleurs, l'expression, c'est quoi? C'est comme on dit, on va laver la femme.
Et quand vous revenez en Basse-Côte, n'est-ce pas, chez les Soussous ou chez les Peuls, on dit que la femme va prendre l'habit. C'est comme si une femme, n'est-ce pas, qui n'est pas excisée, ne portait pas d'habit, n'est-ce pas? Donc il y a quand même ces situations-là qui sont là et qui perdurent, n'est-ce pas? Vous avez aussi c'est la dimension religieuse. On dit que, n'est-ce pas, c'est une norme religieuse qui serait imposée par un des hadiths du prophète, n'est-ce pas, qui demande à ce que, n'est-ce pas, les femmes soient excisées. Alors que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Les mutilations génitales féminines sont antérieures à l'islam et au christianisme, en Afrique, en tout cas, à ce que nous sachions. Donc ce ne sont pas des raisons qui peuvent expliquer. Même il y a des autorités musulmanes, les plus hautes autorités musulmanes, ont dit clairement, ont pris position pour dire que, n'est-ce pas, les mutilations génitales féminines n'ont pas une trace dans le Coran. Et c'est comme aussi chez les chrétiens où, n'est-ce pas, la Bible ne parle absolument de cette question de la mutilation génitale féminine. Ces textes, au contraire, favorisent le bien-être de l'homme, n'est-ce pas, le respect de l'intégrité de l'homme tel que Dieu l'a créé. Il y a aussi, n'est-ce pas, si vous permettez, je vais aller jusqu'au bout. Il y a aussi l'influence des croyances et superstitions. Superstition. Par exemple, on dit que, n'est-ce pas, que la femme, n'est-ce pas, doit pouvoir aller, n'est-ce pas, se faire exciser, parce que justement, si elle ne le fait pas, il y a des diables, n'est-ce pas, qui peut-être seraient dans la forêt, qui allaient pouvoir, n'est-ce pas, envoûter cette femme-là. Donc on a développé des croyances, des superstitions pour dire que la femme doit pouvoir être excisée, sinon n'est pas une femme entière. Et entre autres raisons, n'est-ce pas, vous avez aussi le contrôle de la sexualité féminine. On dit qu'une femme excisée, n'est-ce pas, a tendance à se donner à tout le monde, a tendance à ne pas contrôler, a tendance à ne pas contrôler sa sexualité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En tout cas, du point de vue scientifique, il n'y a eu aucune démonstration allant dans ce sens-là. Mais le couronnement de tout cela, c'est l'impunité. Maître, moi je vais vous poser une question tout à l'heure. Après Aminata. S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Oui, non, on va vous permettre, Madame Mariam Bamba. Oui. Nous avons notre retardateur qui a bien voulu être dans cette émission. Je pense qu'il s'est vraiment décaracassé pour être avec nous. Voilà, monsieur le président du tribunal pour enfants qui a bien voulu vraiment être dans cette émission. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Chargé. Merci bien. Bonjour. Ok. Alors, Bangali, Mariam demande quelque chose. On va revenir au président. Okay. Mariam, après vous, il y a Ami qui demande quelque chose. Rappeler que le choix de ce thème implique aussi un autre aspect. C'est que nous voulons sortir de cette routine de mettre les mutilations génitales féminines sous les projecteurs seulement lors des grandes les dates repères, les grands événements. Il faut que ça soit inclus dans le quotidien. La promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, ça doit être une action de tous les jours et au niveau de tous les acteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que on ne peut pas réussir ce pari sans, comment on appelle, une lutte holistique. Et cette lutte holistique, elle est vraiment transversale. Elle concerne et la justice, et la communication, et la sécurité, mais aussi les communautés qui se livrent à la pratique. Donc, il faut sortir de cette routine, c'est vrai, tu le disais à l'entame, à l'occasion du 8 mars, comme c'est un problème qui concerne les femmes, on met un focus sur le thème, mais moi, mon souhait serait qu'on en parle tous les jours. Que ça soit un fait intégré au quotidien. Attirer. Et ça, ce travail-là nous revient, nous, les professionnels des médias, pour attirer davantage l'attention et les décideurs, mais aussi les populations. Parce qu'il y en a qui se cachent derrière le fait que
de la méconnaissance des lois, des textes de loi. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des lois. Ah non, il n'y a pas ça. Non, non, souvent, c'est l'argument qu'on brandit. En termes de loi, il n'y en a pas. C'est l'argument qu'on brandit. Donc, que ce soit en français ou dans les langues du terroir, nous devons vraiment nous impliquer dans la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. Souvent, surtout en période d'épidémie, les attentions sont tournées vers d'autres priorités. Et vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, la Guinée, fait face à 2 épidémies, coronavirus et l'épidémie d'Ebola qui vient de s'annoncer en région forestière. Oui. Du coup, les attentions et les priorités se tournent vers ailleurs. Oui. Parce que là, c'est un problème de santé publique. Donc, et surtout, connaissant la dangerosité, n'est-ce pas, de ces virus. Je voulais lever un coin de voile sur cet aspect du phénomène. Merci. Ok. Ami voudrait poser une question. Oui, Ismaël, la Guinée reste toujours le 2e pays qui pratique les MGF, il faut le dire. Oui. Ma question, c'est de savoir, en tant que président, puisque Maître Frédéric, il est président d'une ONG, Madame Mariam Bamba aussi également, est-ce qu'ils ont pu faire des sensibilisations sur le terrain? Puisque jusque-là, il faut dire, dans ça, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont réticentes, hein. Il y a aussi des hommes qu'il faut impliquer dedans. Puisque moi, j'en connais beaucoup d'hommes qui obligent même leurs femmes à aller exciser les enfants. Donc, c'est pour dire que le combat, là, ce n'est pas seulement au niveau des femmes. Ce n'est pas seulement les femmes qu'il faut sensibiliser. Donc, ma question, c'est de savoir, en tant que président des ONG, est-ce qu'ils ont pu faire des sensibilisations, que ce soit à Conakry et à l'intérieur du pays, et quel a été le résultat? Oui, même... C'est une question ouverte. Oui, merci. Je pense que depuis déjà 30 ans, il y a eu assez de sensibilisation. Je vais vous dire, la manne financière que cette question de mutilation génitale féminine en Guinée a englouti, mais c'est énorme. C'est énorme avec le résultat que nous avons aujourd'hui. La communauté internationale en a fait vraiment un cheval de bataille et a investi mais beaucoup d'argent pour que justement on puisse privilégier la sensibilisation, l'éducation, la formation. Donc il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites. Et jusque maintenant, là, les activités se poursuivent. Hein, se poursuivent. Donc le travail est en train d'être fait. Mais ce qui est maintenant, ce qui bloque le problème, c'est qu'il n'y a pas une politique nationale, n'est-ce pas, de lutte pour justement amener la justice à être sévère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un engagement politique pour livrer, pour pouvoir poursuivre. Maître, la ratification des conventions et autres est un engagement politique. Non, ça c'est... Oui, mais dans cet engagement politique... Ça c'est une volonté claire. Cet engagement politique doit se traduire dans les faits. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir à Genève ou à New York pour signer les conventions. L'essentiel, le combat, c'est sur le terrain ici. Donc quand on signe les conventions, soit à Genève ou je ne sais pas, à Addis Abeba, il est important que justement cet engagement à l'international se traduise dans la réalité. Et la Guinée a déjà fait, je disais que du point de vue légal, on a quand même un code pénal qui est novateur et qui a pris en compte, n'est-ce pas, cette question de la mutilation génitale féminine. Mais en réalité, n'est-ce pas, c'est l'impunité qui est très souvent garantie aux femmes récidivistes qui se livrent à cette pratique-là. C'est vrai, je suis d'accord avec lui sur un point. C'est très important, c'est une volonté politique qui permet aux États de ratifier des conventions, de les internaliser pour mettre dans nos textes de loi nationaux. Et quand c'est fait, c'est une très grande étape. Mais ce n'est pas l'étape suffisante. Il faut aller plus loin pour la mise en œuvre des conventions en un mode d'instruments juridiques, qu'ils soient internationaux, régionaux ou nationaux. J'ai suivi l'intervention de Mme Condé. C'est une question holistique, il ne faudra pas perdre de vue cela. Et tous les acteurs doivent se mobiliser. Ce n'est pas parce que la question a perduré qu'on va écarter la sensibilisation. Sur le plan pénal, vous l'avez dit, il y a eu des cas d'arrestation, il y a eu des cas de jugement. Mais par rapport à la pratique, nous sommes très en retard. Et sur la chaîne pénale, vous savez bien, les magistrats et les avocats, ce n'est pas nous qui partons
dans les quartiers pour procéder à l'arrestation des auteurs d'infractions. C'est les officiers de police judiciaire qui ont pour mission d'aller interpeller les personnes auteurs de telles infractions. Mais ce n'est pas une façon peut-être de les défendre. On a des difficultés énormes. Mais il faudra faire une étude comparative. Ce qui se fait ailleurs, souvent il faut limiter si ça peut nous faire avancer. On a fait un voyage d'études en 2019 au Burkina, effectivement relative à la procédure, aux audiences de médiation pour les MGF. Comment ça se fait chez eux? Comme chez nous, quand ils ont mis dans leur texte de loi, ils ont passé des années d'abord à sensibiliser la population. Et quand les magistrats, les acteurs, la chaîne pénale a commencé à sévir, les partenaires étaient un peu découragés parce que je disais que les magistrats, dans un premier temps, c'était des condamnations assorties de sursis. Oui. Ils disent non, c'était pour gâcher l'argent. Mais c'était un message qu'on envoyait aux personnes qui étaient auteurs de ces infractions. Et finalement, après quelques années, puisqu'on a eu des cas de récidivistes, et les magistrats ont commencé à prendre des décisions, des sanctions allant dans le sens du durcissement. Vous aviez des personnes âgées qui étaient arrêtées, qui avaient l'âge de 70 ans, par exemple 60 ans, les vieilles dames. Donc quand on les arrêtait, on leur donnait une condamnation en sortie de sursis, mais elles revenaient à la maison pour dire, vous voyez, c'est la justice, bon, comment tu ne peux pas abandonner ça. Donc on ne les envoyait pas en prison. Mais finalement, ils ont pris des décisions. Maintenant, chaque fois qu'il y a des cas d'interpellation, les magistrats ont mis en œuvre la pratique et les gens qui sont auteurs de telles infractions sont punis sévèrement de plus en plus. Et les peines vont de combien, en fait, c'est une infraction, c'est correctionnel, ça peut se criminaliser lorsque la victime décède suite à la commission de l'infraction. Oui, cette fourchette de peine. Ou est victime d'handicap suite Absolument. Quand ça entraîne la mort d'homme, il faut, pour toute infraction d'ailleurs, ça peut aboutir à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est ça. Oui. Sinon, quand c'est les peines criminelles, la réclusion criminelle de 5 à 10 ans si c'est en matière, ou bien de 10 à 20 ans quand il y a des circonstances aggravantes. Sinon, c'est correctionnel, la peine ne va pas au-delà de 5 ans. Vous voyez. Mais donc, la pratique en Guinée, c'est qu'on n'a pas réussi encore à interpeller un grand nombre d'auteurs de ces infractions. Monsieur le Bangali, si vous permettez, avant que le président ne continue. Je vais compléter quand même. Je vais dire que, bon, par exemple, il y a eu quelques cas de condamnation. Par exemple, quand vous prenez le 17 juillet 2014, le tribunal de première instance de Mafanko, dans la commune de Matam à Conakry, a condamné une exigeuse de 80 ans à une peine d'emprisonnement de 2 ans avec sursis. Voyez-vous, hein? Et au paiement d'une amende de 1 million de francs guinéens. La peine est dérisoire par rapport à la gravité de l'infraction. N'est-ce pas? Et on dit que cette femme avait été prise, cette femme avait été interpellée par les services le Progem, pendant que le commissaire Bakary était là. Donc elle a été prise en flagrant délit. Moi j'étais au tribunal là-bas et voilà la sanction qu'elle a écopée. Et aussi, on est venu à Dixine, il y avait une femme là-bas qui avait été interpellée dans les mêmes circonstances. Elle a été envoyée devant le juge d'instruction. Finalement, la procédure a été abandonnée sous la pression. Il y a une dizaine de cas qui n'est pas significatif. Monsieur le Président, oui. Je m'adresse à vous par rapport à ça parce que c'est vous qui donnez les sentences par rapport vraiment à ces cas qui sont souvent traduits devant votre juridiction compétente. Au fait, est-ce que quelque part, il n'y a pas 2 poids 2 mesures dans ces condamnations? Parce que ces femmes exigeuses ne viendront jamais d'elles-mêmes dans les familles pour prendre les enfants d'autrui et les excuser. Je pense que, est-ce que la loi, elle est élargie également aux parents, c'est-à-dire qu'ils seraient des complices de ces femmes? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Absolument. La complicité en toute matière est prévue et punie. Quand vous servez, vous êtes les co-auteurs, c'est eux qui agissent déjà avec l'auteur. Mais la complicité, c'est le fait de faciliter la commission de l'infraction. En donnant les moyens, en donnant des instructions, en facilitant la commission de l'infraction par quelqu'un d'autre. Donc, la loi prévoit, le législateur, rien ne lui échappe,
sur le plan de la législation, on n'est pas du tout en retard. Donc, que ce soit les mères, les pères, les personnes, tous qui peuvent inciter les tuteurs, les dames à aller dans ce sens, la loi ne les couvre pas. Okay. Donc, ils doivent être sanctionnés. Est-ce qu'il est arrivé devant votre juridiction? Je voudrais effectivement, pour ce cas précis, là, préciser, oui. Plutôt, nous sommes au tribunal pour enfants. Nous nous occupons des enfants qui sont en conflit avec la loi. Okay. Et souvent, quand les enfants sont victimes d'actes criminels, témoins ou comment on appelle, victimes d'actes criminels, donc la prise en charge de ces personnes-là relève de la compétence des juridictions pour mineurs. C'est le magistrat de droit commun, puisque nous le savons, les accusés là sont des personnes âgées. Tout à fait. On n'a jamais procédé à l'arrestation d'une mineure de moins de 18 ans qui est auteur de ça. Okay. Mais c'est important parce que vous n'avez pas les dernières données. En 2020, suite au voyage de sud qu'on a mené au Burkina, nous sommes partis avec le juge de paix de Guékédou, que vous connaissez, le juge de paix Oumar. Dès qu'il est revenu, il a mis en œuvre les leçons apprises. Il a procédé à des arrestations, il y a eu des jugements à Guékédou, il y en a eu à Késidou en 2020, il y a eu des condamnations, pas assorties de sursis. Mais il faut souligner un fait. Là, il y a trop d'interférences. Je causais avec le juge, les ministres qui sont à Conakry, les hauts cadres qui sont à Conakry, dont les parents sont interpellés à l'intérieur du pays, interviennent, empêchent même les officiers de police judiciaire à procéder à des arrestations. Et quand les gens sont arrêtés, ils mettent tout en œuvre. Donc, c'est des choses à dénoncer. Mais c'est très important. Ce qu'on a appris là-bas de ce qui est vraiment, qui peut nous aider à aller de loin, c'est organiser des audiences foraines. La sensibilisation. Il faut expliquer l'audience foraine parce que c'est trop technique. En fait, c'est quand le tribunal se déplace, au lieu de tenir son audience à Guékédou, par exemple, au siège, à Guékédou ville, par exemple, si les personnes sont arrêtées dans un village, dans une sous-préfecture, le tribunal va se déplacer pour aller tenir l'audience là. C'est pour envoyer un message fort à la communauté. C'est très important. Il faudra que la Guinée se mette sur cette voie. Les partenaires, quand ils financent, ils veulent voir les résultats de leur intervention. Donc c'est très important d'organiser ça. Et surtout, comme vous le savez, rien ne peut se passer sans les médias. Il faut sensibiliser et faire comprendre aux populations, aux auteurs de ces cas, que ce n'est pas une affaire religieuse. Quand je rentrais, j'ai entendu maître le dire, mais ce n'est pas pour l'islam, par exemple. Le prophète n'a jamais ordonné. Je parle sous le contrôle des ulémas et je les ai écoutés. Ils n'ont jamais ordonné, mais c'est dans la tête des gens, c'est une confusion. Il faudra absolument que le message passe aussi dans les médias. Il y a des imams qui interviennent pour expliquer que ce n'était pas, il n'a jamais ordonné. Il y a certains qui disent, il y a des hadiths, quand le prophète trouve un fait, par exemple, qu'il n'admire pas, il peut, quand il n'ordonne pas d'abandonner, et selon ce qu'ils ont dit à propos d'une vieille qui pratiquait les faits à l'époque, il a dit, faute de l'abandonner, il faut humaniser. Et c'est ce qui a plongé les gens dans le faire semblant. Mais le problème, c'est que dans les pays arabes, la plupart des pays arabes, ça ne se fait pas. Il faudra absolument amener les imams à comprendre ça, que ce n'est pas une pratique qui est islamique. C'est ça. Donc c'est cela, mais vous allez voir d'autres imams qui n'ont pas suivi la formation, qui vont intervenir, qui vont injurier, qui vont dire c'est comme ça. Mais c'est une pratique coutumière. Ce n'est pas, vous prenez l'exemple sur ce prophète-là et sur peut-être ces dames, vous verrez que ça n'a pas été pratiqué. D'accord. Avant Maître et Mariam Bamba, respectivement, je pense que nous sommes face vraiment à une situation dont nous connaissons les causes, mais qui passe inaperçue. Oui. Il y a l'élément important que M. le Président vient d'évoquer, qui est l'interférence dans l'exécution le plus souvent de nos lois, qui pourrait être vraiment un handicap, empêchant vraiment l'évolution, n'est-ce pas, de la procédure contre vraiment ces auteurs. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui que même ces personnes qui interfèrent, que les ONG que vous dirigez respectivement, que ces ONG-là les dénoncent au plus haut niveau de l'État. Je pense que c'est extrêmement important que nul n'est censé ignorer la loi. Quand une infraction est commise, l'auteur doit répondre, qui qu'il soit et quel que soit son statut. Et ces facteurs d'interférence-là, d'ingérence, jouent
de manière impacte négativement l'exécution de nos textes de loi, n'est-ce pas, dans toute leur rigueur. Je crois qu'il y a un élément qui est prévu sur les conseils. On va donc aller avec cet élément de témoignage, oui, c'est important. Maître. C'est extrêmement important, des femmes vraiment... fistuleuses, l'une des conséquences des mutilations génitales. Tout à fait. Nous allons donc aller du côté du nodal. Si l'élément est prêt, on va sur cet élément et puis écouter un peu notre jeune artiste sur ce plateau avant de revenir dans cette émission. De 18 ans, toutes mariées il y a 2 ans, aujourd'hui, Hawa Condé et Mariam Koné traversent l'une des épreuves les plus dures de leur vie. Ces 2 citoyennes de Kissidougou et de Kankan sont fistuleuses. Opérées pour la première fois sans succès, Mariam et Hawa sont dans l'angoisse. Sous l'effet de l'émotion, ces victimes de la fistule obstétricale ont du mal à témoigner. Celle qui est venue de Kankan a développé sa fistule et a été opérée par un médecin qui n'a pas reçu la formation. Et après l'intervention, tout est fermé. Le vagin est fermé et c'est ce qu'on appelle les brides vaginales. La seconde aussi se retrouve dans la même situation. Ici, nous n'avons pas une solution. Comme Hawa Condé et Mariam Koné, beaucoup d'autres filles et femmes sont victimes de la fistule obstétricale ici à Kissidougou et environ. Certaines aujourd'hui vivent avec ce mal pernicieux appelé maladie de la honte. Ces dures réalités vécues dans le silence sont les conséquences des mutilations génitales féminines et du mariage précoce. À l'âge de 17 ans, avoir une telle maladie jusqu'à la fin de ta vie, c'est très difficile. Tous ces problèmes sont causés en grande partie par les mariages précoces, la mutilation génitale féminine et le non-suivi des grossesses. Alors donc, ces 3 facteurs sont vraiment les causes de cette grande maladie. Face à l'ampleur de leur état, la Miss Guinée 2020 ouvre son cœur à Hawa Condé et Mariam Koné. Chacune reçoit un capital pour le commerce. Multiplier les campagnes de sensibilisation pourrait mettre fin à ces pratiques, source d'amertume pour la plupart des jeunes filles et femmes victimes de la fistule obstétricale. Voilà, vous venez donc de suivre vraiment ces témoignages que je juge des fois même pathétiques. Mais malgré tout cela, on est en train d'assister à une proportion de la chose. Maître voudrait... Oui, je crois que les images que nous venons de voir sont quand même claires et clarifient un peu plus la situation. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut véritablement lutter contre cette pratique. Il faut que nous parvenions dans notre pays à éradiquer, n'est-ce pas, les mutilations génitales féminines. Et je voudrais compléter, monsieur le juge, pour dire que la seule option de l'application répressive de la loi ne suffit pas pour obtenir un changement durable de comportement. Parce que cela aussi peut amener les femmes à entrer dans la clandestinité, à exiger de façon clandestine les enfants, ou bien à aller dans d'autres pays frontaliers tels que le Libéria, la Sierra Leone, pour procéder n'est-ce pas, à cette pratique-là. Ce qui est important, c'est qu'il faut privilégier l'option de la répression, mais en même temps, il faut aussi continuer avec les sensibilisations, avec l'éducation, pour que, n'est-ce pas, les populations comprennent que cette lutte-là, c'est pour elles-mêmes. Ce n'est pas pour nous aliéner, pour abandonner nos cultures, mais c'est une question de dignité et du respect du corps de la femme. Je voudrais faire un petit commentaire sur le reportage. En voyant le reportage et les témoignages douloureux de ces femmes, on doit juste se mettre à la place de ces pauvres femmes. Ça fait mal, c'est triste. Il ne faudrait pas que les décideurs, mais aussi la communauté, parce que Aminata demandait, posait la question. Quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre, les exciseuses n'existeront pas. C'est parce que nous, les femmes, nous, les hommes, parce qu'il y a des papas, ce que j'appelle le silence complice, ils laissent faire. Alors qu'un papa peut sauver sa fille de l'excision. Donc, il faut que tout le monde soit sensible à cette douleur que les femmes subissent dans leur chair.
vraiment, c'est... Bon, je ne dirais pas, il y a des termes que je m'abstiens d'utiliser, mais quand même, ça fait froid dans le dos. Nous sommes quand même sur le plateau, c'est sans tabou. J'aimerais poser une question à Monsieur le Président. Aujourd'hui, vous avez un dossier sur votre table par rapport à l'excision. Quelle sera votre réaction? On est là déjà, il y a un avocat en face de vous. Il est venu pour défendre un dossier. L'interférence, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour que cette interférence-là cesse? Ça sera difficile que l'interférence cesse. Mais ce que je demande, puisque vous demandez en tant que magistrat, et c'est surtout vous adresser aux magistrats de droit commun, ceux qui reçoivent ces cas de mutilation génitale féminine, puis c'est des personnes majeures qui commettent ces infractions, c'est de rester serein et d'appliquer la loi. Les interférences ne vont jamais cesser. Ça ne sera pas seulement dans le cadre des MGF. Toutes les procédures qui arrivent dans les juridictions, qu'elles soient liées à l'économie, qu'elles soient liées à des agressions physiques, il y a toujours des interventions. Mais le magistrat doit rester ferme. Il doit tout mettre en œuvre pour prendre en compte l'état de la victime ou des victimes, surtout quand c'est des personnes vulnérables, puisqu'il n'y a pratiquement que ces personnes vulnérables, elles sont des enfants qui subissent ça. Oui. Donc le magistrat doit garder le cap et être rigoureux. C'est vrai, l'effet de la coutume, vous le savez mieux que nous, tous les juristes le savent, le cas pratique là concernant la mutilation génitale féminine, c'est la coutume contra legem. Quand la coutume a beaucoup plus de force, souvent que la loi, donc ça empêche très souvent l'application normale de la loi. Mais il faut multiplier les sensibilisations, il faut associer les religieux eux-mêmes pour qu'ils comprennent, qu'ils s'impliquent dans la vulgarisation au niveau des communautés. Il faut diffuser des images pareilles, aller vers la population pour qu'elle comprenne quels sont les effets néfastes de ces pratiques-là. Chaque acteur va jouer son rôle. C'est en cela qu'on pourra réussir. Les magistrats doivent rester fermes dans la prise de décision et les avocats, ils connaissent ce qu'ils doivent faire. Les ONG surtout, ils ont un rôle, la société civile a un rôle important à faire. Parce qu'aujourd'hui, dans les innovations des instruments juridiques, le code pénal, le code de procédure pénale et le code de l'enfant, par exemple, il est permis aux ONG qui ont existé pendant 5 ans de se constituer partie civile. Donc rien n'empêche les ONG aujourd'hui, en dehors même des victimes, de s'auto-saisir, de s'auto-saisir des situations. Donc ça doit se multiplier. Les ONG doivent être sur le terrain, aller dans les communautés, comme Mme Condé l'a dit, ne pas attendre les événements là pour aller en tout cas se lamenter. Il faut aller à tout moment. Il faut se déployer sur le terrain pour pouvoir sensibiliser, vulgariser les codes. C'est vrai aussi, on le dit, c'est un principe de droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais le cas chez nous, même si ce principe existe, il faut, quand la loi est faite, il faut vulgariser. On fait semblant de l'ignorer. C'est ça. Il faut quand même permettre aux gens de mieux comprendre les conséquences qui peuvent découler de non-respect. Monsieur le Président, oui. Nous n'avons plus minutes. Il va automatiquement faire suivre par son message. Et après, on vous revient pour votre message aussi. Et juste ce que vous voudriez ajouter. Monsieur le Président, s'il vous est donné, vous êtes sur le plateau de l'émission Génie sur Coloma, s'il vous est donné aujourd'hui de vous adresser à ces auteurs qui continuent à pratiquer, mais également aux complices, c'est-à-dire aux co-auteurs et aux complices qui nous regardent dans cette émission, qu'allez-vous leur dire? Le message est simple. Le message, le corps doit être protégé. Chacun a besoin de la protection de son corps. Donc, il faut penser au sort de ces victimes-là, surtout qui sont majoritairement des enfants. La population doit prendre en compte les difficultés, les maladies que cela entraîne. On ne sommes plus dans une période où tout pouvait se faire. Les maladies contagieuses aujourd'hui, avec tous les instruments qu'on utilise, c'est des circonstances qui amènent à conduire à d'autres maladies. Donc, le message est simple, c'est de dire à la population qu'il y a des lois qui existent pour cela. Il faut penser au sort des enfants et aux acteurs que sont la société civile, les ONG, les magistrats, les officiers de police judiciaire, c'est d'être ferme dans l'application de la loi. C'est ça, c'est ce message-là que j'ai. Maître. Oui, vraiment, comme message, je voudrais dire simplement que cette question des mutilations génitales féminines est une grave violation des droits de l'homme. De ce point de vue-là, tous les efforts doivent être faits pour que ce phénomène soit endigué dans notre pays.
Et les magistrats doivent pouvoir avoir le courage pour, n'est-ce pas, entrer en condamnation lorsque c'est nécessaire contre, n'est-ce pas, les auteurs de cette pratique-là. Et aussi au gouvernement d'avoir une politique du bâton et de la carotte, n'est-ce pas, avoir une politique nationale qui puisse encourager véritablement les femmes qui abandonnent, mais de façon définitive, en leur permettant de faire d'autres activités, mais également en ayant une politique de fermeté contre celles-là qui ne veulent pas, qui insistent, qui ne veulent pas abandonner cette pratique-là. Donc on présente les deux options. Vous avez la carotte, ou bien on vous frappe. La carotte et le bâton. Nous sommes pris par le temps, on va octroyer ces 3 minutes. Mariam Bamba, une phrase. La phrase, je dirais que tout le monde doit s'impliquer et promouvoir la lutte holistique pour mettre fin au MGF. Oui. Même le faire semblant, on doit le retenir, est un délit et il est réprimé par la loi. Voilà. Bangali Kondé, Aminata Kamara, voilà, et c'était donc l'équipe vraiment de ce jeudi de l'émission Génie sur Coloma. Nous allons donc clôturer en beauté avec notre jeune artiste Marcel Maoumou. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain, mais d'ici là, vous retiendrez que Bouba Kamara vous sera donc demain dans la même émission sur la même télé, où que vous soyez, passez un agréable moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. Au revoir.